Le silence du cabinet semblait presque irréel ce matin-là, comme si l'air lui-même retenait son souffle avant une tempête imminente. Margot, encore absorbée par les documents étalés devant elle, tentait de garder une concentration parfaite, mais au fond d'elle, une tension sourde persistait, difficile à expliquer, presque instinctive. Depuis quelque temps, la présence de Raphaël Atlan autour d'elle provoquait un malaise qu'elle refusait encore de nommer clairement, préférant se raccrocher à des justifications rationnelles pour ne pas céder à une inquiétude plus profonde. Dans le même temps, Atlan, lui, évoluait dans cet espace avec une aisance déconcertante, comme s'il maîtrisait parfaitement chaque regard, chaque silence, chaque mouvement. Il observait Margot avec une attention presque trop soutenue, dissimulée sous une façade de bienveillance professionnelle, mais dont l'intensité trahissait autre chose, quelque chose de plus trouble, de plus dangereux. Cette ambiguïté flottait entre eux comme une brume invisible, imperceptible pour un observateur extérieur, mais suffocante pour celle qui en était la cible. À ce moment-là, Margot recevait les documents officiels concernant son futur poste à l'université, une étape importante dans sa carrière qu'elle avait longtemps espérée. Elle parcourait les lignes avec un mélange de fierté et d'appréhension, consciente que ce nouveau rôle impliquait davantage de responsabilités, mais aussi une exposition accrue. Atlan, toujours présent, ne tarda pas à remarquer l'expression de satisfaction mêlée d'inquiétude sur son visage, et s'approcha avec un sourire calculé, comme s'il anticipait déjà la manière dont il allait s'immiscer dans cette nouvelle phase de sa vie. Il leva son verre pour célébrer ce moment, évoquant ses débuts dans l'enseignement avec une légèreté apparente, mais derrière ces mots, une intention plus profonde se dessinait. Margot répondit poliment, tentant de maintenir une distance professionnelle, mais elle sentait déjà que cette proximité imposée devenait de plus en plus difficile à contenir. Ce qui n'était qu'une collaboration juridique quelques semaines auparavant semblait désormais glisser vers un terrain plus personnel, plus intrusif, et elle ne savait pas encore comment poser les limites sans provoquer un conflit ouvert. Pendant ce temps, ailleurs, Clément Baker se retrouvait face à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Assis seul, le regard perdu dans le vide, il repensait aux années passées, aux choix qu'il avait faits, et surtout à ceux qu'il n'avait pas faits. Le poids du silence qu'il avait entretenu pendant si longtemps commençait à devenir insupportable, comme si chaque seconde supplémentaire renforçait une culpabilité déjà trop lourde. Il savait que le moment était venu d'agir, mais agir signifiait aussi risquer de tout perdre. Dans un geste presque mécanique, il saisit son téléphone et composa le numéro de Claudine. Lorsqu'elle répondit, il ne prit même pas le temps de masquer la gravité de sa voix. Il fallait qu'ils se parlent, et pas plus tard. Cette urgence n'était pas feinte, elle venait d'une prise de conscience brutale que leur silence ne protégeait plus personne, et qu'ils pouvaient même être en train de détruire ce qu'il restait de justice dans cette affaire. Claudine, de son côté, sentit immédiatement que cet appel marquait un tournant. Elle connaissait Clément mieux que quiconque, et la tension dans sa voix ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. Pourtant, au lieu de répondre immédiatement à cette urgence, elle hésita un instant, comme si elle savait déjà que la décision qu'ils allaient prendre ensemble allait bouleverser leur vie à tous les deux. Elle était épuisée, moralement vidée par les mensonges accumulés, mais en même temps, terrifiée à l'idée que la vérité puisse enfin éclater. Dans le même temps, Sabine, complètement tenue à l'écart, ressentait cette distance grandissante avec sa mère comme une trahison. Elle ne comprenait pas pourquoi Claudine refusait de lui parler, pourquoi chaque tentative de discussion se heurtait à un mur de silence ou à des excuses vagues. Ce manque de transparence alimentait sa frustration, mais aussi une inquiétude sourde, car elle pressentait que quelque chose de grave se cachait derrière ces non-dits. Pendant ce temps-là, la vie continuait autour d'eux, presque indifférente à la tempête qui se préparait. Pablo, dans une innocence encore intacte, demandait simplement un peu plus d'argent de poche, une requête banale qui contrastait avec la gravité des événements en cours. Hugo, fidèle à ses principes, refusait calmement, lui suggérant de trouver un petit travail, ignorant que cette normalité apparente était en train de s'effriter lentement sous leurs pieds. À ce moment-là, Ève, quant à elle, attendait une réponse qui lui semblait essentielle, presque déterminante pour l'équilibre de sa vie familiale. Elle espérait que Charles accepterait enfin de devenir le parrain républicain de Thomas, une décision qu'elle considérait comme un engagement fort, un lien symbolique mais profondément significatif. Pourtant, cette attente se heurtait à l'hésitation persistante de Charles, qui semblait incapable de prendre une décision claire. Dans le même temps, Manu et Aude poursuivaient leur enquête avec rigueur, cherchant à vérifier chaque détail, chaque témoignage, dans l'espoir de faire émerger une vérité incontestable. La géolocalisation de Michel Fessard venait confirmer ces déclarations, éliminant une piste potentiellement suspecte, mais laissant encore de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire complexe.
Ce résultat, loin de les rassurer, renforçait au contraire l'idée que la vérité était plus profondément enfouie qu'ils ne l'avaient imaginé. C'est alors que Baker prit une décision qui allait tout changer. Il comprit que pour faire tomber Atlan, il ne suffisait pas de suivre les procédures habituelles, ni de s'appuyer uniquement sur des preuves tangibles. Il fallait révéler ce qu'Atlan était réellement capable de faire, exposer la part la plus sombre de son passé, même si cela impliquait de se mettre lui-même en danger. Cette prise de conscience marqua un point de non-retour, car il savait désormais que le silence n'était plus une option. Claudine, confrontée à cette réalité, sentit ses dernières résistances s'effondrer. Elle savait qu'elle avait une part de responsabilité dans ce qui s'était produit, et que continuer à se taire revenait à protéger celui qui avait détruit tant de vies. Pourtant, avouer signifiait aussi accepter les conséquences, affronter le regard des autres, et surtout celui de sa propre fille. Ce dilemme la paralysait, mais en même temps, une forme de soulagement commençait à émerger à l'idée que tout cela puisse enfin prendre fin. Pendant ce temps, dans l'univers clos de la prison, une autre réalité inquiétante se dessinait. Une détenue confiait à Eve que Nathalie Jiménez continuait à faire régner sa loi derrière les barreaux, manipulant les autres détenus et poursuivant ses activités illégales malgré son incarcération. Cette information, loin d'être anodine, révélait à quel point certains réseaux restaient actifs, même dans les lieux censés les contenir, ajoutant une couche supplémentaire de tension à une situation déjà explosive. Dans le même temps, Muriel, déterminée, exerçait une pression de plus en plus forte sur Charles. Elle savait exactement quel levier utiliser pour le pousser à accepter, allant jusqu'à le menacer de manière à peine voilée. Charles, pris au piège, oscillait entre son refus instinctif et la peur des conséquences d'un non catégorique. Cette lutte intérieure le rendait nerveux, instable, incapable de trouver une issue qui ne provoquerait pas de conflit. À ce moment-là, tous les chemins semblaient converger vers une même issue inévitable. Les secrets enfouis depuis des années remontaient à la surface, les alliances se fragilisaient, et les masques commençaient à tomber. Margot, sans encore en avoir pleinement conscience, se trouvait au cœur de cette tempête, liée malgré elle à un homme dont elle ne mesurait pas encore toute la dangerosité. C'est dans cette atmosphère lourde, presque suffocante, que les événements allaient basculer, transformant des doutes en certitudes, et des soupçons en révélations irréversibles. La tension accumulée depuis le matin ne tarda pas à trouver un point de rupture, presque imperceptible au début, mais dont les conséquences allaient rapidement devenir irréversibles. Margot, encore troublée par l'atmosphère étrange qui régnait autour d'Atlan, tentait de se raccrocher à ses obligations professionnelles pour garder une forme de contrôle. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose s'était fissuré, une alerte silencieuse qui refusait désormais de se taire. Dans le même temps, Atlan poursuivait son approche avec une assurance presque inquiétante, comme s'il avançait sur un terrain qu'il connaissait parfaitement. Il évoqua son manuscrit avec une certaine fierté, expliquant qu'il l'avait déjà envoyé à son éditeur, tout en prenant soin de souligner qu'il avait mentionné Margot dans les remerciements. Ce détail, qui aurait pu sembler flatteur dans un autre contexte, provoqua chez elle une réaction ambivalente, oscillant entre gêne et méfiance, comme si ce geste n'était pas entièrement désintéressé. C'est alors qu'il introduisit une nouvelle idée, celle d'un ouvrage commun consacré à l'évolution de la responsabilité pénale. Son ton était posé, presque naturel, mais son regard trahissait une attente précise, celle d'une adhésion immédiate. Margot, surprise par cette proposition, resta un instant silencieuse, incapable de formuler une réponse claire. Elle savait que cette collaboration pouvait représenter une opportunité professionnelle importante, mais elle sentait également que l'intention d'Atlan dépassait largement le cadre du travail. À ce moment-là, une distance invisible s'installa entre eux, une barrière fragile mais essentielle que Margot tenta instinctivement de maintenir. Elle répondit avec prudence, évitant de s'engager, cherchant des mots qui ne fermeraient aucune porte tout en protégeant son espace personnel. Pourtant, cette hésitation sembla agacer Atlan, qui, sous couvert de bienveillance, accentua sa présence, comme s'il refusait de laisser cette distance s'installer durablement. Pendant ce temps, au commissariat, Baker et Claudine s'apprêtaient à franchir une étape décisive. Leur décision était prise, mais elle n'en restait pas moins lourde de conséquences. Face à la juge Alphand, ils savaient qu'ils allaient devoir abandonner toute forme de protection, toute stratégie de défense, pour exposer une vérité qu'ils avaient longtemps cherché à dissimuler. Ce moment, qu'ils avaient repoussé pendant des années, était enfin arrivé, et il ne leur laissait plus aucune échappatoire. Dans un échange empreint de gravité, Claudine prit la parole en premier, sa voix légèrement tremblante mais déterminée. Elle expliqua comment, dans le passé, elle avait fourni à Atlan l'adresse d'un témoin, un acte qu'elle tentait encore de rationaliser mais qui, désormais, apparaissait dans toute sa gravité.
Elle évoqua les circonstances, les pressions implicites, les zones d'ombre qui avaient entouré cette décision, mais rien ne pouvait réellement atténuer la portée de cet aveu. Clément, à son tour, confirma qu'il était au courant de ses agissements et qu'il avait choisi de se taire. Ce silence, qu'il avait longtemps considéré comme une forme de protection, se révélait aujourd'hui être une faute à part entière. En prononçant ces mots, il ressentit un mélange de honte et de soulagement, comme si le fait de reconnaître enfin la vérité lui permettait de se libérer, au moins partiellement, du poids qu'il portait depuis tant d'années. Dans le même temps, la juge Alphand écoutait sans interrompre, laissant les aveux se dérouler dans toute leur complexité. Son regard restait impassible, mais son attention était totale, consciente que ces révélations pouvaient changer radicalement la trajectoire de l'affaire. Elle savait également que ce type de confession impliquait des conséquences judiciaires, mais aussi humaines, qui allaient bien au-delà du simple cadre légal. Pendant ce temps-là, ailleurs, Baker tentait de se raccrocher à une forme d'espoir, expliquant à Janet que, sur le plan juridique, les faits étaient prescrits, ce qui limitait les risques immédiats. Pourtant, cette relative sécurité n'était qu'apparente, car il savait que l'ouverture d'une enquête pouvait entraîner des sanctions administratives, voire mettre fin à sa carrière. Cette incertitude planait au-dessus de lui comme une menace constante, mais il semblait prêt à l'accepter, convaincu que la vérité devait enfin être révélée. Dans le même temps, la situation de Charles devenait de plus en plus tendue. Face à Eve, il exprimait ses doutes, incapable de dire clairement s'il souhaitait accepter ce rôle de parrain. Son hésitation traduisait une peur plus profonde, celle de s'engager dans une relation qu'il ne maîtrisait pas entièrement. Eve, de son côté, ne comprenait pas cette résistance, percevant au contraire cette opportunité comme une chance de renforcer les liens familiaux. C'est alors que Muriel intervint avec une détermination implacable, refusant de laisser Charles s'enfoncer dans l'indécision. Elle utilisa des arguments de plus en plus directs, allant jusqu'à le confronter à ses responsabilités, voire à le menacer implicitement. Cette pression, difficile à ignorer, finit par ébranler les dernières résistances de Charles, qui se retrouva face à un choix qu'il ne pouvait plus repousser indéfiniment. À ce moment-là, dans l'univers clos de la prison, Eve découvrait une autre facette de la réalité carcérale. Les confidences d'une détenue révélaient que Nathalie Jiménez continuait à exercer une influence considérable, orchestrant ses activités depuis l'intérieur même de la prison. Cette révélation, troublante, mettait en lumière les limites du système, mais aussi la capacité de certains individus à contourner les règles, quelles que soient les contraintes. Pendant ce temps, l'enquête suivait son cours, mais chaque nouvelle information semblait ouvrir de nouvelles interrogations. La confirmation de l'alibi de Michel Fessard éliminait une piste, mais elle renforçait également le sentiment que la vérité se trouvait ailleurs, dissimulée derrière des manipulations plus complexes. Cette impression, partagée par les enquêteurs, alimentait une frustration croissante, mais aussi une détermination renforcée à aller jusqu'au bout. Dans le même temps, Margot, encore marquée par les échanges avec Atlan, sentait que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. Elle ne pouvait plus ignorer les signaux, ni minimiser les comportements qui la mettaient mal à l'aise. Cette prise de conscience, progressive mais inévitable, allait bientôt la confronter à une réalité qu'elle n'était pas encore prête à affronter pleinement. C'est dans cette convergence de tensions, de révélations et de décisions difficiles que les événements allaient basculer, entraînant chaque personnage dans une spirale dont personne ne pouvait encore mesurer l'ampleur. À mesure que les heures s'écoulaient, une tension presque invisible continuait de se resserrer autour de Margot, comme un filet dont elle ne percevait encore que partiellement les mailles. Elle tentait de reprendre le cours normal de sa journée, de se convaincre que les échanges avec Atlan n'étaient qu'un simple malentendu, une interprétation excessive nourrie par la fatigue et les circonstances. Pourtant, au fond d'elle, une certitude s'imposait peu à peu, une impression persistante que quelque chose n'allait pas, que la situation lui échappait lentement. Dans le même temps, Atlan, fidèle à lui-même, ne montrait aucun signe de recul, bien au contraire. Il continuait à se rapprocher, à réduire cette distance que Margot s'efforçait de maintenir, comme s'il percevait chaque hésitation comme une opportunité à exploiter. Son attitude, toujours enveloppée d'un vernis de courtoisie, devenait pourtant de plus en plus intrusive, chaque geste semblant franchir une limite supplémentaire sans jamais en reconnaître l'existence. C'est dans ce climat ambigu qu'il proposa de prolonger leur échange autour d'un dîner, une invitation qui, en apparence, pouvait sembler anodine, presque naturelle dans le cadre d'une collaboration professionnelle. Mais pour Margot, cette proposition résonna différemment, comme une tentative de déplacer leur relation sur un terrain plus personnel, plus flou, où les repères habituels n'existaient plus vraiment.
Elle refusa avec une politesse mesurée, invoquant simplement son besoin de rentrer, de prendre du recul, sans pour autant expliciter le malaise qu'elle ressentait. À ce moment-là, quelque chose changea dans le regard d'Atlan, une nuance subtile mais perceptible, comme si le refus de Margot venait d'activer une autre facette de sa personnalité. Il ne se montra pas contrarié de manière visible, mais son comportement devint plus direct, moins dissimulé derrière les codes sociaux qu'il maîtrisait pourtant si bien. Cette transformation, presque imperceptible pour un observateur extérieur, fut immédiatement ressentie par Margot, qui sentit une tension nouvelle s'installer entre eux. Dans le même temps, au commissariat, Baker et Claudine attendaient la réaction de la juge Alphand, conscients que leur aveu venait d'ouvrir une brèche impossible à refermer. Le silence qui suivit leur déclaration semblait interminable, comme suspendu au-dessus d'eux, chargé de toutes les conséquences à venir. Claudine, malgré son apparente maîtrise, sentait son cœur battre avec une intensité inhabituelle, comme si chaque seconde la rapprochait d'un verdict qu'elle redoutait autant qu'elle espérait. Baker, lui, restait immobile, presque figé, mais son esprit était en ébullition. Il repensait à chaque détail, à chaque moment où il aurait pu agir différemment, se demandant si tout cela aurait pu être évité. Pourtant, au milieu de ses regrets, une conviction persistait. Il avait enfin fait ce qu'il fallait, même si cela arrivait trop tard. Cette idée, fragile mais essentielle, lui permettait de tenir, de ne pas céder à la peur des conséquences. Pendant ce temps-là, Sabine continuait de ressentir ce vide grandissant entre elle et sa mère, une distance qu'elle ne parvenait plus à ignorer. Chaque message sans réponse, chaque excuse évasive renforçait son sentiment d'exclusion, comme si elle était tenue à l'écart d'une vérité qui la concernait pourtant directement. Cette incompréhension se transformait peu à peu en colère, une colère sourde qui cherchait encore une issue. Dans le même temps, la situation de Charles atteignait un point de tension critique. Face à la pression constante de Muriel, il se retrouvait acculé, incapable de maintenir plus longtemps son refus sans en assumer les conséquences. Ce rôle de parrain, qu'il percevait comme un engagement trop lourd, devenait désormais une obligation presque inévitable, imposée non pas par conviction, mais par contrainte. C'est alors qu'il céda, non pas dans un élan d'enthousiasme, mais dans une forme de résignation. Ce oui, arraché sous pression, portait en lui une ambiguïté profonde, car il ne reflétait pas un véritable choix, mais plutôt l'acceptation d'une situation qu'il ne pouvait plus contrôler. Ève, en apprenant sa décision, ressentit un soulagement immédiat, mais elle ne perçut pas encore la fragilité de cet accord, ni les tensions qu'il pouvait engendrer à long terme. À ce moment-là, dans la prison, les confidences sur Nathalie Jiménez continuaient de circuler, alimentant une inquiétude diffuse parmi les détenus. Ève, en particulier, se retrouvait confrontée à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée, celle d'un système où certaines figures parvenaient à conserver leur pouvoir malgré l'enfermement. Cette découverte remettait en question ses certitudes, l'obligeant à envisager les choses sous un angle plus complexe. Pendant ce temps, l'enquête poursuivait son chemin, mais chaque nouvelle information semblait renforcer le mystère plutôt que le dissiper. L'absence d'éléments suspects dans les comptes de Michel Fessard, combinée à la validation de son alibi, éliminait une hypothèse, mais en ouvrait d'autres, plus inquiétantes encore. Cette dynamique, loin de décourager les enquêteurs, alimentait leur détermination à creuser plus profondément. Dans le même temps, Margot, de retour dans un espace qu'elle espérait plus sécurisant, ne parvenait pas à apaiser le trouble qui l'habitait. Les mots d'Atlan, ses gestes, son regard, tout revenait en boucle dans son esprit, comme un écho qu'elle ne pouvait pas faire taire. Elle tentait de rationaliser, de se convaincre qu'elle pouvait encore maîtriser la situation, mais cette conviction s'effritait à chaque instant. C'est alors que, sans prévenir, la réalité la rattrapa avec une brutalité inattendue. Atlan, refusant manifestement d'accepter la distance qu'elle cherchait à instaurer, franchit une limite irréversible, transformant une situation déjà tendue en un moment de confrontation directe. Ce basculement, soudain et violent, allait marquer un point de rupture définitif, révélant enfin ce que Margot pressentait sans encore vouloir l'admettre. Dans cette fraction de seconde où tout bascula, les masques tombèrent, laissant apparaître une vérité brute, sans détour, qui allait bouleverser l'équilibre fragile construit jusque-là. À cet instant précis, le temps sembla se figer autour de Margot, comme si chaque seconde se dilatait sous le poids de ce qui était en train de se produire. Elle n'eut pas immédiatement la capacité de comprendre, seulement celle de ressentir, d'absorber une réalité qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé jusque-là. La proximité d'Atlan, devenue soudainement oppressante, n'avait plus rien de professionnel, plus rien de maîtrisé, elle s'imposait comme une intrusion brutale dans son espace le plus intime. Dans le même temps, Atlan, loin de reculer, poursuivit son geste avec une assurance troublante,
comme s'il considérait cette situation comme une évidence, un prolongement naturel de ce qu'il croyait être leur relation. Son visage ne montrait aucune hésitation, aucune remise en question, seulement une forme de certitude froide qui renforça instantanément le sentiment de danger chez Margot. Ce décalage entre ce qu'elle vivait et ce qu'il semblait percevoir créa une fracture immédiate, irréversible. C'est alors que le corps de Margot réagit avant même que son esprit ne puisse structurer une pensée claire. Elle se dégagea avec une énergie qu'elle ne se connaissait pas, comme si un instinct de survie prenait le contrôle de chacun de ses mouvements. Le geste fut rapide, presque réflexe, mais chargé d'une détermination qui ne laissait place à aucun doute. La gifle qu'elle lui asséna ne fut pas seulement une réponse physique, mais l'expression d'un refus absolu, d'une limite qu'elle venait de tracer avec une clarté brutale. À ce moment-là, le silence qui suivit résonna comme un choc en lui-même. Atlan resta immobile, surpris peut-être par cette réaction qu'il n'avait pas anticipée, ou refusant simplement d'en reconnaître la signification. Son regard changea, imperceptiblement, laissant apparaître une tension nouvelle, une froideur plus marquée, comme si le masque qu'il portait jusque-là venait de se fissurer. Dans le même temps, Margot ne chercha pas à comprendre davantage, ni à prolonger cet échange devenu insoutenable. Elle prit la fuite, guidée par une urgence intérieure qui ne lui laissait aucune alternative. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait de cet instant, mais pas de ce qu'il venait de révéler. Son souffle était court, son cœur battait à un rythme effréné, et pourtant, une lucidité nouvelle s'imposait à elle, implacable, elle venait de voir le vrai visage d'Atlan. Pendant ce temps, ailleurs, Baker tentait de retrouver un semblant de stabilité après leur entretien avec la juge Alphand. Il ressentait un apaisement relatif, comme si le fait d'avoir enfin parlé avait allégé une partie du poids qu'il portait. Pourtant, cette sensation restait fragile, car il savait que les conséquences de leurs aveux ne faisaient que commencer à se dessiner. Chaque décision prise désormais allait être scrutée, analysée, et potentiellement remise en question. Claudine, de son côté, était traversée par des émotions contradictoires, oscillant entre soulagement et angoisse. Elle savait qu'elle avait franchi un point de non-retour, et que cette vérité, une fois révélée, ne pourrait plus être contenue. Elle pensait à Sabine, à ce qu'elle allait devoir lui dire, à la manière dont leur relation pourrait être affectée par tout cela. Cette perspective la terrifiait, mais elle ne pouvait plus reculer. Dans le même temps, Sabine continuait de ressentir cette distance comme une blessure ouverte. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère persistait à l'éviter, pourquoi chaque tentative de rapprochement se soldait par un silence ou une excuse. Cette incompréhension nourrissait un sentiment d'abandon, mais aussi une détermination croissante à obtenir des réponses, coûte que coûte. À ce moment-là, Charles, confronté aux conséquences de sa décision, commençait à ressentir le poids de son engagement. Ce rôle de parrain, accepté sous pression, prenait désormais une dimension concrète, presque écrasante. Il réalisait que ce choix impliquait bien plus qu'une simple formalité, qu'il allait devoir s'impliquer, assumer une responsabilité qu'il n'avait pas pleinement envisagée. Ève, en revanche, voyait les choses différemment, interprétant cette décision comme une victoire, un pas en avant vers une stabilité familiale qu'elle recherchait depuis longtemps. Elle ne percevait pas encore les tensions sous-jacentes, ni les conflits potentiels qui pouvaient émerger de cette situation imposée. Son enthousiasme, sincère, contrastait avec les doutes qui continuaient d'habiter Charles. Dans le même temps, l'enquête poursuivait son cours, mais l'absence de nouvelles pistes solides renforçait une forme de frustration chez les enquêteurs. Chaque élément vérifié semblait confirmer une chose, la vérité était plus complexe qu'elle n'y paraissait, dissimulée derrière des manipulations habiles et des silences calculés. Cette réalité exigeait une approche différente, plus audacieuse, plus risquée. Pendant ce temps-là, dans la prison, Ève continuait de prendre conscience de la réalité du pouvoir exercé par Nathalie Jiménez. Les témoignages qu'elle recueillait dessinaient le portrait d'une femme capable de maintenir son influence malgré les murs qui l'entouraient, un phénomène qui remettait en question les certitudes les plus fondamentales sur le fonctionnement du système carcéral. À ce moment-là, tous les éléments semblaient converger vers une même évidence. Les apparences ne pouvaient plus être maintenues, et chaque personnage allait devoir faire face à la vérité, qu'il le veuille ou non. Margot, encore sous le choc de ce qu'elle venait de vivre, se retrouvait désormais à un carrefour décisif, où chaque choix allait déterminer la suite de son histoire. Dans le même temps, Atlan, resté seul après le départ précipité de Margot, voyait son contrôle lui échapper pour la première fois. Ce moment, qu'il n'avait pas anticipé, marquait une rupture dans la dynamique qu'il avait soigneusement construite. Mais loin de l'arrêter, cet échec semblait au contraire révéler une détermination plus sombre, plus inquiétante encore. C'est dans cette tension extrême, entre fuite et confrontation, vérité et manipulation,
que l'histoire allait poursuivre son inexorable progression, entraînant chacun vers des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait encore pleinement mesurer. Le choc ne quitta pas immédiatement Margot après sa fuite, au contraire, il sembla s'intensifier à mesure que l'adrénaline retombait, laissant place à une lucidité brutale. Chaque détail de la scène revenait avec une précision presque douloureuse, chaque geste, chaque regard d'Atlan s'imposait à elle comme une preuve irréfutable de ce qu'elle avait longtemps refusé d'admettre. Cette prise de conscience, progressive mais implacable, marquait un tournant intérieur dont elle ne pourrait plus revenir. Dans le même temps, elle tenta de reprendre son souffle, de retrouver un semblant de contrôle, mais son corps trahissait encore l'intensité de ce qu'elle venait de vivre. Ses mains tremblaient légèrement, son esprit oscillait entre colère et incompréhension, cherchant à reconstruire une logique dans un événement qui en était dépourvu. Pourtant, au-delà du trouble, une certitude s'imposait désormais avec une force nouvelle, Atlan n'était pas celui qu'il prétendait être. Pendant ce temps, Atlan, resté seul, encaissait la situation avec une froideur presque déconcertante. L'échec de son geste ne semblait pas provoquer chez lui la remise en question attendue, mais plutôt une forme de recalcul, comme s'il cherchait déjà à anticiper la suite. Son regard, durci par cet affront inattendu, laissait entrevoir une détermination intacte, voire renforcée, ce qui rendait la situation d'autant plus inquiétante. Dans le même temps, au commissariat, les répercussions des aveux de Claudine et Baker commençaient à se faire sentir de manière plus concrète. La juge Alphand, après avoir pris le temps d'analyser leurs déclarations, se retrouvait face à une décision délicate, car ces révélations ouvraient des perspectives nouvelles tout en soulevant des questions juridiques complexes. Elle savait que ces éléments pouvaient être déterminants pour l'affaire en cours, mais elle devait également mesurer les conséquences de leur utilisation. Baker, quant à lui, oscillait entre soulagement et inquiétude, conscient que leur stratégie reposait désormais sur la capacité de la justice à exploiter ces aveux sans se retourner contre eux. Il tentait de rationaliser la situation, de se convaincre que les faits étant prescrits, il ne risquait pas de poursuites directes, mais il ne pouvait ignorer la possibilité de sanctions administratives. Cette incertitude pesait lourdement sur lui, mais il semblait prêt à l'accepter comme le prix à payer pour réparer ses erreurs. Claudine, de son côté, ressentait une fatigue profonde, comme si le simple fait d'avoir dit la vérité avait épuisé une partie de ses forces. Pourtant, au milieu de cette lassitude, une forme d'apaisement commençait à émerger, fragile mais réelle. Elle savait que le plus difficile restait à venir, notamment la confrontation avec Sabine, mais elle ne pouvait plus reculer, ni se réfugier derrière des silences qui avaient déjà causé tant de dégâts. Dans le même temps, Sabine continuait de ressentir cette mise à distance comme une blessure personnelle, un rejet qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Son impatience grandissait, nourrie par l'impression que tout se jouait sans elle, dans un espace dont elle était exclue. Cette tension, encore contenue, menaçait de se transformer en confrontation directe, tant le besoin de vérité devenait pressant. Pendant ce temps-là, la situation de Charles évoluait également, mais d'une manière plus insidieuse. Après avoir accepté, sous pression, le rôle de parrain, il commençait à en mesurer les implications concrètes. Ce qui n'était au départ qu'une décision imposée prenait désormais la forme d'un engagement réel, avec tout ce que cela impliquait en termes de présence, de responsabilité, et surtout de sincérité. Ève, quant à elle, se projetait déjà dans cette nouvelle configuration, imaginant les liens qui allaient se créer, les moments partagés, les symboles renforcés. Elle voyait dans cette décision une forme de stabilité retrouvée, sans percevoir encore les fissures qui pouvaient apparaître sous la surface. Cette différence de perception entre elle et Charles constituait un déséquilibre latent, susceptible de générer de nouvelles tensions. Dans le même temps, l'enquête poursuivait son évolution, mais chaque avancée semblait révéler une complexité supplémentaire. Les enquêteurs, confrontés à l'absence d'éléments flagrants, devaient désormais s'appuyer sur des indices plus subtils, des connexions moins évidentes, pour espérer faire émerger la vérité. Cette approche exigeait du temps, de la patience, mais aussi une capacité à remettre en question les hypothèses initiales. Pendant ce temps, dans l'univers carcéral, Ève continuait de découvrir l'étendue du pouvoir de Nathalie Jiménez, une réalité qui la troublait profondément. Elle réalisait que certaines dynamiques de pouvoir échappaient totalement au contrôle institutionnel, créant des zones d'ombre difficiles à appréhender. Cette prise de conscience renforçait son sentiment d'inquiétude, mais aussi sa détermination à comprendre. À ce moment-là, tous les éléments semblaient converger vers une intensification des tensions, comme si chaque personnage était progressivement poussé vers ses limites. Margot, encore sous le choc, devait désormais décider de la manière dont elle allait réagir, de ce qu'elle allait faire de cette vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Dans le même temps, Atlan, loin de renoncer,
semblait déjà préparer la suite, ajustant sa stratégie face à un obstacle qu'il n'avait pas prévu. Cette capacité d'adaptation, combinée à une absence apparente de remords, renforçait le danger qu'il représentait, non seulement pour Margot, mais pour tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. C'est dans cette atmosphère lourde, chargée d'incertitudes et de menaces latentes, que l'histoire avançait inexorablement vers un point de rupture, où chaque décision allait avoir des conséquences irréversibles. Le calme apparent qui suivit ces événements ne fut en réalité qu'une illusion fragile, une accalmie trompeuse dissimulant des bouleversements profonds en train de se produire. Margot, encore marquée par ce qu'elle venait de vivre, se retrouvait face à une réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer, une vérité qui s'imposait désormais avec une clarté implacable. Elle comprenait que ce moment n'était pas un simple incident isolé, mais le révélateur d'un danger plus vaste, plus insidieux, qui avait pris racine bien avant qu'elle ne s'en rende compte. Dans le même temps, elle tentait de remettre de l'ordre dans ses pensées, de reconstruire une cohérence là où tout semblait s'être effondré. Chaque souvenir de ses échanges avec Atlan prenait une nouvelle signification, chaque détail autrefois anodin apparaissait désormais comme un indice, un signe avant-coureur qu'elle n'avait pas su interpréter. Cette relecture de son propre vécu était douloureuse, mais nécessaire, car elle lui permettait enfin de comprendre l'ampleur de la manipulation dont elle avait été la cible. Pendant ce temps, Atlan, loin de se remettre en question, semblait au contraire s'enfoncer dans une logique qui lui était propre, une logique où les limites des autres n'avaient que peu d'importance face à ses propres objectifs. Ce refus de reconnaître la gravité de ses actes révélait une personnalité profondément dérangeante, capable de transformer une opposition claire en simple obstacle à contourner. Cette détermination froide, presque mécanique, renforçait le sentiment de menace qui planait désormais autour de lui. Dans le même temps, les aveux de Claudine et Baker commençaient à produire leurs effets, ouvrant la voie à une possible remise en cause de l'ensemble de l'affaire. La juge Alphand, consciente de l'importance de ces révélations, devait désormais décider de la manière dont elles allaient être intégrées dans la procédure. Cette étape, cruciale, déterminait non seulement l'avenir judiciaire d'Atlan, mais aussi celui de tous ceux qui avaient été impliqués, de près ou de loin, dans cette histoire. Baker, malgré les risques, ressentait une forme de détermination nouvelle, comme si le fait d'avoir enfin dit la vérité lui donnait la force d'aller jusqu'au bout. Il savait que les conséquences pouvaient être lourdes, mais il semblait prêt à les affronter, convaincu que cette décision était la seule possible. Claudine, de son côté, partageait cette conviction, même si elle restait hantée par les répercussions personnelles que cela pouvait avoir, notamment sur sa relation avec Sabine. Dans le même temps, Sabine se trouvait à la veille d'une révélation qui allait bouleverser sa perception de sa mère, et peut-être même remettre en question les fondations de leur relation. Cette tension, encore contenue, laissait présager une confrontation inévitable, où les non-dits accumulés allaient enfin éclater au grand jour. Pendant ce temps-là, la situation de Charles, Ève et Thomas continuait d'évoluer, mais sous une apparence plus stable. Derrière cette façade, cependant, subsistaient des fragilités, des déséquilibres qui pouvaient à tout moment refaire surface. Ce lien, imposé plutôt que choisi, portait en lui les germes de tensions futures, même si, pour l'instant, il semblait offrir une forme de cohésion. Dans le même temps, l'enquête poursuivait sa progression, portée par une détermination renouvelée. Les éléments s'assemblaient lentement, comme les pièces d'un puzzle complexe, révélant peu à peu une image plus précise de la situation. Cette dynamique, bien que lente, laissait entrevoir la possibilité d'un dénouement, même si celui-ci restait encore incertain. À ce moment-là, Margot se retrouvait face à un choix décisif, se taire et tenter d'oublier, ou parler et affronter les conséquences de ce qu'elle venait de vivre. Ce dilemme, profondément intime, allait déterminer la suite de son parcours, mais aussi influencer l'ensemble de l'affaire. Car en révélant ce qu'elle avait subi, elle pouvait contribuer à exposer Atlan, à renforcer les accusations déjà en cours, et peut-être à empêcher qu'il ne fasse d'autres victimes. Dans le même temps, l'ombre d'Atlan continuait de planer sur tous les protagonistes, comme une menace diffuse mais omniprésente. Son influence, ses manipulations, ses secrets, tout cela formait un réseau complexe dont il était encore difficile de mesurer l'étendue. Mais une chose était certaine, le masque était tombé, et rien ne pourrait revenir à l'état précédent. C'est ainsi que cet enchaînement d'événements, marqué par la peur, la vérité et les choix difficiles, conduisaient chacun vers un point de rupture, où les illusions disparaissaient pour laisser place à une réalité brute, sans concession. Et dans cette réalité, chaque décision allait désormais compter, chaque parole pouvait faire basculer le destin de tous ceux qui étaient impliqués.